Salut à tous les amis. Ici, on teste des coiffures fantasy. Mais pas que. Aujourd'hui, de retour sur l'analyse de... Putain. Quelle mauvaise idée. Aujourd'hui, on teste de nouveau des cartes Ixalan. C'est la suite de la dernière fois. Toujours des cartes que j'ai chopées sur la page Facebook de Magic. Il y en a des biens, la plupart sont intéressantes, hein. Ils ont surtout teasé des cartes des Unco et des rares. Notamment aujourd'hui, on va voir Vraska, une Vraska chercheuse de reliques, un des deux Planewalkers de l'extension d'Ixalan, qui est très intéressant. Bien. Bah écoutez, c'est le même principe que la vidéo de la dernière fois, donc je vais pas vous faire une intro trop longue, ça fait chier tout le monde, déjà que la vidéo fait 20 minutes. Et elle fait 20 minutes et elle est même pas monétisée. C'est vrai qu'avec mes 25 abonnés, je devrais penser à monétiser mes vidéos. Oh putain, c'est probablement la pire intro que j'ai jamais fait, mais je vais la garder quand même. Ok, je vous laisse pour l'analyse des cartes, et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc vous avez vu la petite vidéo d'intro. Aujourd'hui on repart pour l'analyse de nouvelles cartes Ixalan. Donc on va commencer, ce petit vampire du tour 1, il coûte un blanc, il est 1-1, ok, une 1-1 pour 1, pour l'instant c'est pas très bien. Il vole, et en plus il a un pouvoir, il peut donner +1/+1 à un vampire jusqu'à la fin du tour, un vampire qui attaque. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce petit vampire blanc? Parce que, alors déjà on verra peut-être un archétype vampire, non pas en deck commander, avec Edgar Markov, mais en deck Ixalan, des vampires blanc-noir. Mais tous les vampires d'Ixalan ont l'air quand même d'être des cartes de contrôle, hein. Je pense notamment à Vona, la bouchère de je ne sais plus quoi, là. La grosse, c'est le gros vampire légendaire, qui est pas mal. Ok, donc, la question c'est, est-ce que ce petit vampire-là, on peut l'inclure dans le deck commander des vampires, qui est surtout axé rouge et noir? Bah, la réponse, je pense que la réponse... et non. Enfin, vous pouvez le jouer, hein. Vous pouvez le jouer, seulement ça va nécessiter que le fait de jouer un vampire pour un mana blanc ne punisse pas le fait d'en jouer d'autres pour un mana rouge ou un mana noir. Donc ça va nécessiter d'avoir tous les bilans, tous les fetch et tous les gros terrains qui coûtent un peu de sous et qui vous permettent de fixer vos couleurs dès le tour 1. Donc... Moi, ce n'est pas mon cas. Si c'est votre cas, bah, vous pouvez certainement le jouer. Moi, c'est pas mon cas, donc je le ferai pas. Maintenant, il y a d'autres vampires intéressants dans l'extension, hein. Notamment, il y a un vampire pour 1 noir, qui est 1-2, qui fait des trucs, qui lui est intéressant à inclure dans le deck. Maintenant, celui-là, je ne sais pas. Vous pouvez le faire si vous avez suffisamment de mana. Voilà. Maintenant, à lui tout seul, je pense pas qu'il justifie le fait qu'on le joue. Bien. La deuxième carte, les modeleurs de la nature. Donc pareil, hein, c'est des cartes que j'ai prises sur le Facebook de Magic comme la dernière fois. Il y en a certaines qui sont intéressantes, certaines qui sont un peu au pif, mais il y a quand même quelques cartes bien. Cela, c'est une 3-3 pour 3, notamment un bleu et un vert. Donc forcément, elle va avoir un effet. Et là, elle a 2 effets. Pour 4 mana, donc c'est vachement cher, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Il y a l'air d'avoir pas mal de mécaniques où on met des marqueurs dans l'extension. Et pour 3 mana, mais un bleu cette fois-ci, on peut retirer un marqueur +1/+1 d'une créature qu'on contrôle et on peut piocher une carte. Ouais, donc la carte fait des trucs, hein. Maintenant, il y a un autre argument qu'il faut avoir quand on voit ce genre de carte, c'est... Bah ouais, au pire, t'as une 3-3 pour 3, quoi, c'est pas si mal. Non, c'est un faux argument. J'aimerais qu'on arrête avec cet argument du au pire t'as une 3-3 pour 3. Je pense qu'il faudrait qu'on ait, parce que là les effets en plus coûtent du mana. Je pense au moins le fait d'avoir 2 couleurs sur la carte, allez, elle devrait être 3-4 quoi. 3-4, bon peut-être pas 4-3, parce que bleu-vert c'est pas des stats offensives. Mais 3-4 ce serait bien. Ou même 2-4. 2-4, ok. Même 2-5 à ce moment-là, ouais. 3-4 ou 2-5. Mais effectivement, maintenant, Magic a tellement grandi, et le rapport pour les cartes qui sont bicolores devrait, à mon sens, être un peu plus intéressant parfois. Maintenant, c'est juste une Unco. Donc, peut-être que j'en demande un peu beaucoup. On en parle de ses effets. Alors, il peut mettre un marqueur +1/+1. Donc, vous pouvez le faire tout le temps. Ok, c'est intéressant. Mais ça coûte 4. C'est super cher. Hein. Pour un seul marqueur, ouais, non. Vous le ferez probablement jamais. Maintenant, c'est le deuxième effet de la carte qui est intéressant. Retirer un marqueur et piocher une carte.
On va le voir, il y a plusieurs moyens de piocher des cartes dans l'extension, notamment les cartes qui explorent, des cartes de pioche. On va en voir une carte de pioche très intéressante juste après. Maintenant, le fait de pouvoir piocher une carte, c'est toujours intéressant. Donc, pourquoi pas. Voilà, j'aime bien la carte, moi. Et justement, l'option, très bien, très bonne carte. Carte de pioche, effectivement. Celle-là, elle est complètement fumée, hein. Vous vous rappelez des visions nées du sérum, de Force of Will, toutes ces cartes bleues qui sont très connues. Celle-ci va rentrer directement dans les... Je me demande bien si c'est pas une réédition d'ailleurs, mais je suis pas un joueur de bleu, donc je sais pas. Je sais pas trop. Mais c'est possible. Effectivement, vous avez un regard 1, ça coûte 1 bleu, un éphémère. Vous avez un regard 1. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est le regard. Et vous piochez une carte. Donc c'est super, c'est vraiment super cool, hein. Il y aurait plein de choses à dire dessus, mais bon, je suis pas un joueur de bleu, donc je saurais pas vous en dire tant que ça. Je peux juste vous dire que c'est très bien et que jouez-le. Franchement, jouez-la, hein. Jouez-la même en format Legacy, hein. ça va être très très bien. Voilà, si on veut la comparer, on peut la comparer à Vision née du sérum, qui fait regard 2, je crois. Est-ce que ça fait regard 2? Il me semble que ça fait regard 2. Bon, c'est une petite vision du sérum, mais c'est quand même beaucoup trop bien. Voilà. Alors, une autre carte de pioche. On enchaîne les cartes de pioche. Celle-ci, elle coûte un peu plus cher. Elle coûte pas 1, elle coûte 7, dont 3 bleus. Bon, tour 7, vous avez vos 3 mana bleus, hein. Le joueur ciblé pioche 7 cartes. Ok, c'est intéressant. Moi, je vois 2 usages à cette carte. Eh bien, soit déjà, on se fait piocher nous. Enfin, si on part du principe que la carte va être jouée, hein. Mais c'est possible de l'avoir en x1, je pense, dans quelques decks contrôle. Ok, donc soit on se fait piocher nous, on se fait une main, et c'est très bien. Soit, alors à savoir que, tiens, petite mécanique, vous savez qu'à Magic, lorsqu'on a plus de 7 cartes à la fin de son tour, on doit se défausser. Il y a une créature légendaire, la voix du tonnerre, la Tishana voix du tonnerre, là, je crois, un ondin légendaire bleu-vert, qui dit qu'il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans votre main de l'extension Ixalan. Donc, ok, là on a une petite synergie déjà. C'est une carte qui arrive au tour 7 aussi. Voilà, donc la première utilité, c'est de se refaire une main. La seconde utilité, et là je reviens à mon fameux deck meule que j'ai présenté sur ma chaîne. Si vous tapez deck meule, vous allez le trouver. Où vous pouvez faire piocher votre adversaire. Et oui, 7 cartes d'un coup, c'est pas rien. Et surtout, lui il pourra pas jouer ces 7 cartes, hein. Il sera obligé de s'en défausser. Et donc l'effet, alors je sais pas si l'effet se cumule avec l'enchantement bleu, lucidité effilochée, qui fait se défausser votre adversaire, ce qui fait à la fin du tour de votre adversaire qu'il fait se défausser, se meuler du nombre de cartes qu'il a déjà eu dans son cimetière ce tour-ci. Donc effectivement, on peut imaginer une synergie avec en le faisant piocher et en le faisant défausser plus. Voilà, c'est les 2 utilités que je vois à cette carte. Continuons. Allez, on va prendre un terrain légendaire là. Bam, voilà, l'amulette primordiale. Ah, c'est pas un terrain légendaire. Non, c'est un terrain rare. Okay. Donc effectivement, les fameux artefacts qui se transforment en terrain. Là, ça coûte 4. Et les éphémères et les rituels coûtent 1 de moins à lancer. Alors celle-ci, je la découvre avec vous, et cette première ligne, elle me fait penser que c'est intéressant dans le deck bleu et rouge. Il y a des decks bleu-rouge en standard, il y en a plusieurs. Il y a un deck bleu-rouge ultra contrôle, et il y a un deck bleu-rouge aussi avec un deck bleu-rouge folie, donc qui va un petit peu disparaître, parce que lorsqu'Ixalan va sortir, évidemment, pas mal de cartes avec la folie, genre tempérament fougueux, etc., vont sortir, parce que c'est des cartes de retour sur Innistrad. Néanmoins, l'archétype bleu-rouge continue d'exister avec les bonnes cartes de Amonkhet. Je pense au serpent mystique, vous savez, qui coûte le 6-5 pour 2 bleus, là, qui coûte 1 mana de moins pour chaque éphémère rituel dans votre cimetière, ou alors au dracon du logogriffe aussi. Donc ok, on peut imaginer que cette carte va rentrer, et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on met un marqueur charge sur l'amulette primordiale, et s'il y en a au moins 4, on la transforme. Donc ça peut aller très vite, hein. Vous pouvez largement vomir vos 3-4 sorts en un tour, hein, en un tour ou deux. Hein. Donc on peut imaginer que tour 5, au plus tard, au maximum tour 6, elle est transformée, et vous ajoutez un mana de votre choix, la couleur de votre choix à votre réserve. Et quand il est dépensé pour lancer un éphémère ou un rituel, on copie le sort, on peut choisir des nouvelles cibles pour la copier. Ok, donc c'est très fort, hein. Enfin ça a l'air très fort, ne serait-ce que pour un blast. Par exemple, il y a la frappe foudroyante. Vous savez, frappe foudroyante, c'est un éphémère rouge,
un mana incolore, un mana rouge, qui met 3 dégâts n'importe où. En éphémère, et bien, donc cette carte va être rééditée dans Ixalan. Cette carte elle est très forte. Donc avec ça, déjà ça coûtera un de moins. Non, ça coûtera pas un de moins. Mais ça coûtera 2 et vous aurez une copie gratuite. Donc on peut déjà imaginer que cette carte pourrait être jouée avec ça. Donc pour 2 mana, vous aurez mis 2 fois 3 dégâts où vous voulez. Ce qui est très fort. Ok, je vois beaucoup de potentiel dans cette carte. On enchaîne sur un véhicule rare, le navire amiral sinistre, il est 3-3 pour 3. Les véhicules rares pour l'instant ils ont été sympas, genre le coptère de contrebandier, le cœur de tyranne, etc. Donc déjà les pirates qu'on contrôle gagnent +1/+0, ok, donc c'est un navire de pirates. Et à chaque fois que le navire amiral sinistre inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Et il a pilotage 3. Déjà je vois une double utilité au truc. Le fait qu'il donne +1/+0 à nos pirates de base permet à nos petits pirates qui sont un peu plus petits, genre pas très forts, de grossir et de pouvoir piloter le navire amiral sinistre plus facilement. Et s'ils ont le champ libre, et bien sinon simplement de les booster et d'attaquer directement avec eux. Ensuite, son effet qui fait se défausser d'une carte au joueur ciblé, au joueur sur qui ça met des dégâts, à votre adversaire quoi. C'est pas mal. Donc en fait, lorsqu'on aura le champ libre pour attaquer avec le navire amiral sinistre, on attaquera avec. Et si on n'a pas le champ libre, on attaque avec nos pirates qui sont boostés. Donc c'est intéressant. Je trouve que c'est bien. Maintenant, on va voir ce que ça donnera l'archétype pirate. À savoir, est-ce qu'on jouera pirate en noir-rouge? Est-ce qu'on le jouera en bleu-noir? Est-ce qu'on le jouera en noir-bleu-rouge? Est-ce qu'on le jouera en noir-bleu artefact? Je sais pas. Bon, artefact véhicule. Ok, donc le pilotage 3. Pilotage 3, on l'a dit, le pilotage il est simplifié parce que ça booste vos pirates. Donc c'est pas mal. Un dinosaure, premier dinosaure de la journée, la multitude de raptors. Une 2-3 pour 3, une unco, et la mécanique de rage. À chaque fois qu'elle subit des blessures, on peut chercher un terrain de base dans notre bibliothèque, le mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger notre bibliothèque. Ouais, c'est pas mal parce que l'effet va être gratuit, donc votre adversaire ne voudra ni la bloquer, ni l'attaquer, et idéalement, vous chopez un éphémère. Il existe un éphémère dans l'extension, un éphémère rouge, ou un rituel, je sais plus, qui donne le piétinement à vos... Le piétinement à vos dinosaures. Donc, pourquoi je dis ça? Non, non, pour rien en fait. C'est pas le piétinement que je voudrais. Je voudrais, l'idéal, ce serait une carte qui oblige les créatures adverses à bloquer. Parce qu'elle a 3 points de vie. 3 points de vie, voilà, il faut quand même avoir un truc qui fait 3 attaques en face pour la tuer. Et surtout, si les créatures en face doivent la bloquer, eh bien, l'effet de rage s'activera. Donc ça peut être sympa. On peut trouver une utilité avec la rage là, enfin une utilité à toutes ces cartes vertes qui disent que vos adversaires sont obligés de bloquer ce tour-ci. Donc ouais, ne serait-ce qu'une fois, c'est pas mal. Maintenant, si ça proc au moins 2 fois, donc si vous gagnez au moins 2 fois l'effet de rage là, vous êtes complètement gagnant. Hein. Vous êtes complètement gagnant. Maintenant, si votre adversaire la bloque avec plusieurs créatures, est-ce que ça fait l'effet une fois par créature adverse? Une fois par créature bloqueuse. Ça, je ne sais pas. Si vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais si c'est ça, c'est vachement intéressant comme carte. Ok, donc une petite, un petit raptor vert qui fait des manas. Très bien, continuons. Qu'est-ce que j'ai? Hop, une carte rouge. Munitions improvisées. Bam, ça coûte 2. Un enchantement pour sacrifier un artefact ou une créature. Et ça colle une blessure à une créature ou à un joueur. Ok. Cette carte, j'ai envie de la comparer à une autre carte. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai déjà fait sur la page Facebook de Magic où j'ai chopé cette carte. C'est le bombardement de gobelins. Bombardement de gobelins, pareil, donc c'est pas du tout une carte de standard, hein, c'est une vieille carte. Un enchantement rouge pour 2, et là, gratuitement, vous pouvez sacrifier une créature et mettre une blessure quelque part. Donc, vous pouvez sacrifier qu'une créature, pas un artefact, mais c'est gratuit. Donc c'est beaucoup mieux. Là, le fait que ça coûte 1 mana, c'est vraiment pas bien. On aurait vraiment préféré un truc où on sacrifie juste une créature ou un artefact, mais où ce soit gratuit. Maintenant, la carte est intéressante parce que ça peut tuer les petits tokens 1-1. Par exemple, dans Ixalan, il y a pas mal de tokens vampires 1-1 lien de vie.
donc ça peut tuer ça. Et surtout, ça peut activer les capacités de rage. Donc il y a peut-être un deck à faire où on trouvera des cartes à sacrifier et coller des propres blessures sur ses propres créatures pour activer des rages. Peut-être un deck combo avec ça, donc on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah évidemment, j'ai Vraska, la chercheuse de reliques. Une carte qui mériterait une vidéo à elle toute seule. Hop là, en Planewalker, hop là, il coûte 6. Donc Vraska, cette espèce de méduse, de gorgone là, noire et verte. Hop là, donc il arrive avec 6 points, 6 marqueurs de loyauté, donc c'est déjà bien. On peut lui mettre plus 2, donc déjà la carte a un plus 2, donc c'est intéressant. Maintenant, c'est ce qu'on attendait au moins d'un Planewalker qui coûte 6, hein, on voulait pas de plus. Hein. On crée un jeton 2-2 noir pirate avec la menace, ok, c'est pas mal. Simplement, généralement les Planewalkers qui ont la capacité de créer des jetons, on s'en sert en fait pour vous spammez le fait que vous spammez le petit plus 2, ça crée plein de jetons. Et le petit défaut, c'est que notre pirate il a la menace. Or nous, le fait de créer des jetons avec un Planewalker, on s'en servira la plupart du temps pour protéger notre Planewalker. Donc on aurait préféré un pirate avec la vigilance ou avec le contact mortel. Idéalement ça aurait été le contact mortel. Mais ça aurait été peut-être trop fort le contact mortel. Donc la menace c'est un effet attaquant et nous on aurait préféré un effet défensif. Néanmoins vous pouvez le garder pour vous défendre, hein, donc c'est pas mal. Détruisez la -3, on peut détruire un artefact ou une créature un enchantement ciblé, donc on a le choix. Et alors c'est intéressant de voir que c'est -3, donc on pourra le faire 2 fois. On peut jouer Vraska et pendant 2 tours tuer notre Vraska, mais faire 2 fois -3. Donc, pendant 2 tours tuer une carte de l'adversaire, donc c'est intéressant. C'est pas comme si elle arrivait avec 5 marqueurs et vous pouviez pas faire 2 fois -3. Là vous pouvez le faire. Effectivement, et en plus on gagne un artefact, vous savez, l'artefact trésor qui nous fait un mana à notre réserve. Ok, c'est intéressant, c'est pas mal je trouve. Et surtout l'artefact fonctionne avec les marqueurs, avec la révolte. Donc on peut penser que cette Vraska, elle est potentiellement jouable dans le deck de Kaladesh noir et vert avec les marqueurs. On pourrait inclure cette carte dedans. Et l'ultime, vous l'avez certainement déjà vu, hein, -10, le total des points de vie d'un joueur ciblé devient 1. C'est trop bien, c'est vraiment trop drôle quoi. Bim, t'as plus que 1 PV mon gars. C'est rigolo. En plus vous avez besoin de faire que 2 fois son effet +2 pour qu'il arrive à 10. Donc c'est intéressant. Et puis une fois que votre adversaire a 1 PV, vous le tuez comme vous voulez. Hein. De toute façon, si vous le mettez à 1 PV, c'est généralement que vous avez... vous pouvez par exemple avoir en jeu la carte qu'on a vue juste avant, hop là, les munitions improvisées, et mettre une blessure sur le joueur ciblé. Et il perd. Voilà, ça c'est une possibilité. Ok, donc Vraska, elle est très forte évidemment. Et on va voir une dernière carte, puisque je vois que la vidéo commence à se terminer. Je vais prendre un enchantement, un terrain légendaire là encore. Hop là, parfait. Le compas thaumaturgique. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Tant pis. Alors, voilà. Toi aussi, si tu sais ce que ça veut dire thaumaturgique, n'hésite pas à aller participer à déchiffrer des lettres. Hein. Tu fais partie des 0,2% de la population du Royaume de France qui connaissent ce mot. Donc bravo à toi. Pour 3, déjà ça coûte 2. Et pour 3, on cherche une carte de bibliothèque. On cherche une carte de terrain de base. On la révèle, on la met dans notre main et on la met à la meilleure de la bibliothèque. Au début de notre étape de fin, si on contrôle au moins 7 terrains, on transforme le compas thaumaturgique. Donc ça arrive tour 2 et on a besoin qu'il y ait 7 terrains. On peut se booster en terrain, par exemple avec le Raptor qu'on a vu juste avant, mais ça veut dire que, allez, si les choses se passent bien, tour 5, 6, vous avez vos 7 terrains, si vous avez bien réussi à ramper, même tour 4 peut-être, et à ce moment-là, vous pouvez jouer, vous pouvez transformer votre compas. Maintenant, il faut qu'il survive au moins 2-3 tours. On verra si dans la méta, le compas pourra survivre 2-3 tours ou pas. Et donc après, c'est des tours de Vraska. Donc c'est pas un terrain légendaire. On ajoute un mana incolore à notre réserve, ok. On peut dégager une créature attaquante ciblée qu'un adversaire contrôle et la retirer du combat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne un bloqueur à notre adversaire, on échange un attaquant contre un bloqueur pour le prochain tour,
ce qui ne nous dérange pas, parce que si on fait ça, c'est juste pour éviter une attaque. Nous, on n'attaquera pas forcément derrière, hein, on aura un autre moyen de tuer notre adversaire. Donc c'est une carte de contrôle, et on la retire du combat. Ok, donc c'est juste de la temporisation, quoi. C'est pas du blink, mais pas loin. C'est une carte d'une temporisation, un terrain de temporisation. Ok, c'est pas le genre de carte que moi je jouerais. Il y aura certainement des joueurs qui la joueront, qui feront des trucs intéressants avec. Ok, bah écoutez, là on a vu, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. On a vu 10 cartes. Ok, très bien. J'ai passé à peu près 2 minutes par carte, puisque je vois que l'enregistrement est à 19 minutes 15. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez vues et que je n'ai pas vues, ce qui est probablement le cas. Ah oui, il y a une chose dont je voulais vous parler. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais présenté un terrain, donc un terrain de Hitlimok, la forêt, je sais pas quoi, là, le terrain vert, les rites d'Hitlimok, le gros terrain vert qui crée autant de mana vert que vous avez de créatures en jeu. Eh bien, un gars en commentaire, merci à toi, hein, m'a fait remarquer que vous pouvez utiliser ce terrain dans un deck EDH Elf. Très bien vu, mec. Très très bien vu, hein. Moi je l'avais pas vu. Je suis pas un gros joueur de DH, mais c'est une très bonne idée. N'hésitez pas à le faire, hein. Je pense que les joueurs le feront. Ça fera plein de mana. Voilà. Comme si les elfes avaient besoin de faire du mana, évidemment. Les elfes ont bien sûr besoin de beaucoup de mana, hein, c'est sûr. Ils ont besoin de beaucoup de mana, parce que c'est des cartes qui coûtent très très cher, hein, les elfes. Et surtout, ils ont aucun moyen déjà de faire du mana. Ok, donc ouais, je voulais parler de cet abonné qui m'a fait remarquer ça, c'est très intelligent. Ok, et bien écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ces cartes-là, si vous avez des choses que je n'ai pas vues, et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!